Alors, comment je sais si lui, il me permet de faire des belles photos? J'en sais rien, moi. Lui, alors, il est beau, hein, mais à quoi il sert? Aucune idée. Et toi, est-ce que tu fais des belles photos? Tu peux me le dire? Toi, vu que t'es gros, tu dois faire des belles photos, non? Parce que ton poids, c'est pas pour être une altère, non? Ouais. Bah, lequel choisir, hein, moi? J'en sais rien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partout en voyage et blog photo Lumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mes conseils pour choisir un objectif photo. Parce que franchement, si c'est compliqué de choisir un appareil photo quand on débute, choisir l'objectif, c'est encore pire. Comment savoir que tel ou tel objectif est celui qu'il vous faut? L'objectif est fondamental pour la qualité d'image et le cadrage, mais comment donc est-ce que je sais si je vais avoir des photos de bonne qualité et pouvoir faire ce que je veux avec? L'objectif, clairement, ça pose beaucoup de questions. Et ça, je le comprends tout à fait. Je me revois éplucher pendant des heures les fiches techniques des objectifs sans rien y comprendre. Normal, ce n'est pas pour nous le commun des mortels. Heureusement, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 ingénieur optique pour choisir le bon objectif. Premier critère très important, c'est la monture. Vous ne pouvez pas vous contenter de connaître la marque de votre appareil photo et de choisir un objectif de la même marque. Ce serait trop simple évidemment. Vous devez prendre un objectif compatible avec votre boîtier et ce n'est pas par exemple parce que vous avez un Canon que vous pourrez fixer n'importe quel objectif Canon dessus. Mais non, 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 ne partez pas, restez avec moi, je vais vous expliquer tout cela. La monture, c'est la référence qu'on trouve sur l'objectif qui permet de savoir avec quel appareil photo l'objectif est compatible. Cette référence, ce sont une lettre ou plusieurs lettres en général. Cette référence à la monture, on la trouve sur l'objectif et le boîtier. Évidemment, selon les marques, ce n'est jamais au même endroit. Mais observez bien votre matériel. Chez Sony, par exemple, on verra la mention E sur l'objectif. Autre exemple, Olympus et Lumix G, on trouve la mention MFT pour micro 4 tiers. Cette monture, elle mentionne donc la compatibilité. Je vous rassure, je vous mets dans la description des liens vers toutes les montures. J'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en passant par les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de m'aider à créer du contenu pour les blogs et la chaîne. Attention, il existe aussi des montures communes à deux tailles de capteurs différentes. Ainsi, Sony commercialise en e-monde pour ses hybrides des objectifs APS-C et des objectifs plein format. Dans ce cas, il y a bien compatibilité, votre objectif plein format fonctionnera sur l'APS-C et vice versa, mais franchement, ce n'est pas vraiment pertinent de faire comme ça. Personnellement, je vous conseille de fixer un objectif qui correspond à la taille de votre capteur. Et là encore, pas de panique, je vous mets en description tous mes guides par monture. Ça demande de lire, mais vous trouverez votre bonheur plus simplement. La monture est donc le premier point à regarder parce que si vous achetez le plus bel objectif au monde mais qu'il ne va pas avec votre appareil photo, et ben ça ne sert à rien. Le deuxième critère à choisir, c'est la plage focale. L'objectif, ce sont vos yeux. Et selon le type d'objectif qu'on choisit, on ne verra pas de la même manière. Tantôt très large, tantôt très serré, ou entre les deux, il y a une grande quantité de plage focale et donc de champ de vision. La plage focale s'exprime en millimètres comme un 24-70 mm ou un 100-300 mm ou encore un 35 mm. Or, si vous essayez de faire de la photo animalière avec un ultra grand angle, vous verrez trop large et vous serez frustré. Les chiffres devant le mm vous indiquent donc le ou les champs de vision que vous aurez. C'est la puissance de zoom si vous préférez. Mais attention, en termes de plage focale, il existe deux grands types d'objectifs. Le zoom, avec deux chiffres en millimètres, qui a un champ de vision multiple, on va pouvoir zoomer ou dézoomer. Le zoom, c'est ce qui paraît plus facile et plus polyvalent, car on a de la latitude pour le cadrage. Il existe des zooms ultra grand angle, des zooms standards et des téléobjectifs. Bref, qui dit zoom ne veut pas forcément dire grossissement puissant, mais polyvalence de plage focale.
L'avantage du zoom, c'est la latitude. L'inconvénient, c'est qu'ils ont souvent une moindre capacité en flou d'arrière-plan ou en termes de qualité optique, à moins d'y mettre le prix. A contrario, il existe des focales fixes et quand on a un seul chiffre en mm, là, impossible de zoomer ou de dézoomer, le zoom, c'est vous. C'est à vous de vous déplacer avec vos pieds pour modifier votre cadrage, forcément, c'est contraignant. En général, on va acheter une focale fixe pour obtenir une meilleure qualité optique, un meilleur flou d'arrière-plan et parfois à moindre prix. Maintenant que vous connaissez la différence entre un zoom et une focale fixe, quelle focale je dois choisir en fonction de ma pratique? Peut-on photographier un enfant avec un 100 mm? Est-ce que je peux prendre en photo un paysage avec un 150 mm? Sur le papier, n'importe quel objectif permet de prendre n'importe quelle photo. Mais il n'en reste pas moins qu'en photographie, il y a des règles et des conventions de cadrage et d'optique. Aussi, pour répondre aux différents usages photo, les constructeurs d'appareils commercialisent des objectifs avec des plages focales type pour chaque pratique. Si vous apprenez, le mieux, c'est de suivre les règles académiques dans un premier temps. Si je prends mon exemple, j'ai longtemps eu envie de photographier des beaux portraits de mon fils. J'ai commencé avec 2 focales fixes qu'on conseille classiquement pour le portrait. Maintenant que je suis plus aguerrie, je pratique le portrait avec n'importe quel objectif car je m'adapte au champ de vision de l'optique pour trouver des idées plus créatives. Pour vous aider, je vous ai mis un tableau avec les plages focales par pratique et par taille de capteur aussi. La taille de focale de référence est le plein format. Pour la PSC, on divise par 1,5 et pour le micro 4 tiers, on divise par 2. Car il faut savoir que selon la taille de votre capteur, on n'utilise pas le même chiffre. Oui, la photo, c'est compliqué, mais je vous rassure, vous allez y arriver. Et parce qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours, voici une même scène prise à différents niveaux de focale. Cela vous permettra de choisir votre prochain objectif. Vous savez tout maintenant sur la plage focale qui va déterminer la manière dont vous voyez dans l'objectif, c'est donc fondamental. Le troisième critère, c'est l'ouverture. Ça aussi, c'est super important parce que l'ouverture permet de connaître la gamme de l'objectif. Or, plus un objectif est haut de gamme, plus on aura une belle qualité d'image. On conseille souvent de mettre le prix sur l'objectif plutôt que l'appareil photo. En tout cas, une optique avec une excellente ouverture sur un appareil photo moyen de gamme et c'est un monde nouveau qui s'ouvre à vous. L'ouverture, c'est le ou les chiffres après le F sur une fiche technique. S'il y a 2 chiffres, le chiffre le plus petit est le chiffre d'ouverture le plus petit que l'on peut avoir quand le zoom est au minimum, et le chiffre le plus grand est celui de l'ouverture la plus petite que l'on peut avoir quand le zoom est déployé. Par exemple, un 24 70 mm f3.5 5.6, on ne peut pas descendre l'ouverture en dessous de f3.5 quand on est à 24 mm. À 70 mm, on ne peut pas descendre l'ouverture en dessous de f5.6. Et s'il n'y a qu'un seul chiffre sur un zoom, on parle d'ouverture constante comme mon 24 105 mm f4. Dans ce cas-là, c'est un zoom de qualité supérieure et plus ce chiffre est petit, plus on a une optique de qualité. Pour une focale fixe comme il n'y a qu'une seule focale, il n'y a qu'un seul chiffre d'ouverture qui correspond au chiffre le plus petit qu'on peut utiliser. Plus ce chiffre est petit, plus on a un objectif haut de gamme. Ainsi, un 85 mm f1.2 est une optique très haut de gamme. L'ouverture permet donc de connaître la gamme de votre objectif, mais ce n'est pas son rôle premier. L'ouverture de l'objectif va vous permettre de savoir quel niveau de flou d'arrière-plan vous pourrez obtenir. Là encore, plus le chiffre est petit, mieux c'est. Or, un joli flou d'arrière-plan, cela donne un sujet qui se détache. En photo de portrait, c'est très recherché. De même, ce sera plus intéressant en cas de faible luminosité. L'ouverture, c'est là où se situe en grande partie la différence de prix. Un objectif qui ouvre entre f3.5 et 5.6 est une optique entrée de gamme. Et il y a de grandes chances qu'en basse lumière, vous ayez du mal à réussir vos photos. Un zoom qui a une ouverture de constante de f4, ça commence à être du bon moyen de gamme. Et un zoom à ouverture constante de f2.8, vous êtes dans le haut de gamme.
Côté focal fixe, entre f2 et f1.8, vous êtes sur un entrée de gamme en termes de prix, mais pas sur la qualité. Et pour les budgets serrés, c'est typiquement le genre de choix judicieux. C'est la possibilité de trouver une belle ouverture à un tarif abordable. Le must se situe entre f1.4 et f1.2, et là, on atteint des sommets en termes de résultats photo et de prix aussi. Pour vous aider, je vous ai mis une même photo prise à des niveaux d'ouverture différents. Avec l'ouverture, vous avez toutes les informations nécessaires pour choisir votre objectif photo. Et quatrième critère, la distance minimale de mise au point. La distance minimale de mise au point est la distance entre l'appareil photo et le sujet, en dessous de laquelle il ne sera pas possible de faire le point et donc de photographier. Cette distance minimale, elle dépend de chaque objectif. Concrètement, si vous approchez trop près, votre sujet sera flou. Par exemple, si j'ai un objectif avec une distance minimale de 25 cm, alors si mon sujet est à moins de 25 cm, je ne pourrai pas le photographier. Au-dessus de 25 cm, pas de problème en revanche. Si vous avez deux chiffres, le chiffre le plus petit est la distance minimale à partir de laquelle on peut se mettre par rapport à son sujet quand le zoom est au minimum. Inversement, le plus grand chiffre correspond à la distance minimale de mise au point quand le zoom est déployé au maximum. Par exemple, j'ai un objectif 100-400 mm avec une distance minimale de mise au point de 112 cm à 100 mm et 160 cm à 400 mm. Cette distance minimale de mise au point, elle est bien connue des passionnés de macrophotographie car elle est fondamentale. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. Pour de la photo en intérieur, du culinaire ou encore de la photo d'objets, la distance minimale de mise au point, c'est aussi important. Par exemple, j'ai un magnifique objectif pour le portrait, sauf que sa distance minimale de mise au point, elle est de 85 cm. À l'appartement, je peux difficilement le sortir car je manque très souvent de recul. Je lui préfère donc un objectif avec une distance minimale de mise au point de 50 cm. Par contre, pour les portraits en extérieur, cet objectif est superbe. La distance minimale de mise au point est donc un choix important pour effectuer votre sélection. Elle est indiquée en mètres sur l'objectif. Voyons maintenant les autres critères pour choisir un objectif photo. Tout d'abord, il existe des objectifs stabilisés et d'autres non. La stabilisation optique est un mécanisme dans l'objectif qui va venir corriger les mouvements naturels du corps au moment de prendre la photo. Ces mouvements du corps dont on n'a pas conscience se font au moment du déclenchement ou lorsque l'on filme. Et ils ont pour conséquence d'entraîner des flous dits de bouger. La stabilisation optique va donc permettre d'éviter un certain type de photo floue. En général, les marques utilisent la mention IS ou OIS pour dire que l'objectif est stabilisé. Concrètement, avec une stabilisation optique, on pourra photographier à main levée à des vitesses plus lentes ou utiliser un téléobjectif avec moins de risque d'image floue. En plus, parfois, la stabilisation optique se couple avec la stabilisation capteur pour de meilleurs résultats. La stabilisation optique est aussi très utile en vidéo. Alors, si vous hésitez entre deux modèles, optez pour celui qui est stabilisé. Ensuite, certains objectifs sont résistants à la poussière et à l'humidité, d'autres non. Concrètement, cela veut dire que pour partir avec en vacances à la montagne, à la mer ou dans des zones humides, il sera plus résistant. Cela ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir le mettre sous l'eau. De plus, il faut savoir que si votre boîtier n'est pas tropicalisé, alors l'étanchéité ne sera pas complète et des poussières pourront entrer dans votre appareil photo. De la même manière, avec une optique non tropicalisée sur un boîtier qui l'est, des poussières peuvent passer. Enfin, quand vous changez d'objectif, le matériel n'est pas protégé. Ce n'est pas magique, mais c'est mieux que rien. Si vous aimez partir à la montagne comme moi ou dans toute autre zone à risque, il vaut mieux opter pour un boîtier et une optique tropicalisée. D'ailleurs, petit bonus, je fixe aussi toujours des filtres protecteurs à l'avant de la lentille. Je tiens trop à mes objectifs pour prendre des risques. Pour choisir le bon filtre protecteur, il faut connaître le diamètre du filtre. Regardez là encore sur la face avant de l'optique, vous aurez alors tous les éléments pour acheter le bon filtre protecteur. Son rôle, prendre l'écho à la place de votre optique, si un caillou par exemple décidait de se jeter dessus.
Je vous mets donc dans la description la référence des filtres que j'utilise pour protéger mes deux optiques. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en achetant votre matériel photo via les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir. Dernier critère très important, c'est l'autofocus. Je suis sûre qu'en faisant vos recherches, vous avez vu des objectifs au tarif alléchant qui vous promettent de superbes photos. Des objectifs qui ne venaient pas des marques connues d'appareils photo. Vous vous êtes sûrement demandé mais comment font-ils pour pratiquer de tels prix? Quand on opte pour un constructeur tiers, il faut impérativement vérifier que l'autofocus fonctionne avec l'objectif que vous allez acheter. Sinon, vous aurez uniquement la mise au point manuelle. Cela signifie que vous devrez définir vous-même la zone de netteté de votre photo pour que votre cliché soit net. Vous devrez donc pour chaque photo prendre le temps de tourner la bague sur l'objectif pour régler la netteté de votre sujet avant de déclencher. Il faut définir la bonne distance et cela demande un peu de pratique et du temps. Si vous n'êtes pas habitué à cela ou que vous voulez photographier vos enfants, ce n'est donc pas une bonne idée. A contrario, en mise au point automatique, le boîtier définit automatiquement la zone de netteté à l'aide des collimateurs et de ses puissances de calcul. Et c'est une fonctionnalité qui explique autant le prix de nos appareils que des objectifs, car cette mise au point automatique, elle est de plus en plus performante. C'est surtout un sacré gain de temps, car on peut déclencher sa photo immédiatement. Pour de la photo de portrait ou si vous ne partez pas en session photo seul, c'est le genre d'optique à mise au point manuelle que je déconseille. Par ailleurs, dans le prix de votre appareil photo, vous payez aussi les longues heures de développement et de recherche en mise au point automatique. En optant pour une optique à mise au point manuelle, on paye une partie de ce prix pour rien. Bien sûr, le dernier critère, c'est votre budget. C'est lui qui va définir le choix de votre futur objectif. Et là, moi, je n'ai pas mon mot à dire. Retenez juste qu'en termes d'optique, c'est assez simple. Plus c'est cher, plus c'est qualitatif. Ensuite, il faut faire son choix en termes de rapport qualité-prix. Par ailleurs, il existe des constructeurs tiers comme Sigma, dont j'ai beaucoup d'objectifs à la maison, qui proposent des tarifs abordables sur des optiques de qualité en faisant des économies d'échelle. Certains d'entre vous prendront en compte le poids, ce n'est pas un critère pour moi car la qualité prime. Dites-vous seulement que, en général, plus c'est lourd, plus c'est qualitatif. Enfin, amusez-vous et essayez. Un des avantages du réflexe et de l'hybride, c'est de changer d'objectif, d'adapter son appareil photo, de se tromper et de chercher aussi sa créativité avec des optiques différentes. J'ai longtemps eu du mal avec les ultra grands angles, maintenant je les adore. Alors prenez votre temps et persévérez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsonvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.